Plus de 2 mois de suspension pour Olivier Létang. Le président du LOSC sera suspendu jusqu'au 31 mars prochain pour ses propos il y a 10 jours lors du match Lille-Rennes. Il avait critiqué l'arbitre de la rencontre. En outre, jusqu'au 15 février prochain, inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match d'une interdiction d'accès aux vestiaires, des joueurs, au terrain, au tunnel, à l'ensemble des couloirs. Vous savez ça. Sa zone préférentielle, le demi-espace d'Olivier Létang, menant en zone précitée. Bruno Genesio prend 1+1, un match ferme, un match avec sursis. Lui aussi avait critiqué l'arbitre Éric Vatelier. Ces sanctions sont activées, applicables à partir du mardi 20 janvier 2026. Punir les présidents, on revient à notre question. Punir les présidents, est-ce que c'est efficace? Et cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande à la régie de lancer le jingle, s'il vous plaît. C'est efficace pour Grégory Schneider qui commencera. Maître Dalmas sera opposé. Vous répondez non. Grégory, pourquoi c'est efficace ? Parce que je persiste à croire que dans le foot, la sanction a parfois valeur d'exemplarité. Je pense que Fonseca, par exemple, ça a été un avant et un après. C'est-à-dire que quand il a fait son geste frontal sur l'arbitre, on lui a mis le gros tarif et c'est quelque chose qui est dans leur tête. Et surtout, le président donne la note quand même dans un club. C'est-à-dire que c'est quelque part, il donne la note au niveau des comportements, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de... Et je ne peux pas penser que quand on sanctionne le boss, ça ne descend pas par capillarité sur le coach, sur le staff technique, sur les joueurs. Moi, j'ai déjà entendu des joueurs commenter quelques écarts des présidents. Ils ne sont pas tendres. Ils cherchent un petit peu ces faiblesses-là. Je pense que quand tu t'attaques à la tête, le reste suit un peu. Céline Alma, punir les présidents, c'est pas efficace pour vous. Pourquoi ? Non, alors je vais pas prendre exactement les mêmes arguments que Greg, parce qu'il pense que ça peut ruisseler sur le club. Moi, je pense que si ça avait été efficace, les temps n'auraient pas été suspendus, parce qu'on avait vu que Longoria avait pété un câble et avait été sanctionné. Et finalement, ça n'a même pas refroidi les temps de lui de mal se comporter envers les arbitres. Donc je pense que c'est nécessaire. Il faut sanctionner quand un président se comporte mal. Mais si les sanctions étaient vraiment efficaces, on n'aurait plus de problème depuis très longtemps avec les présidents de Ligue 1. Sauf qu'ils montrent qu'ils ne savent toujours pas se tenir et qu'ils ne savent toujours pas respecter les arbitres jusqu'au bout. Donc pour moi, ce n'est pas du tout efficace. Ok, je regarde le chrono. Le temps imparti est dévolu. Siani, c'est non pour l'efficacité des sanctions, ou en tout cas des punitions. Car on est comme ça, nous, à l'équipe du soir, on aime bien punir, châtier. Oui, par capillarité, je viens d'apprendre un nouveau mot grâce à Grégory Schneider. Merci de présenter le grenier des mots. Président, sans fourche, de droite, de gauche, sur cette question. Alors, hommage à Didier Roustan. Hey, it's a draw. It's a draw. Oui, parce que je suis d'accord avec les deux, mais vraiment. Mais moi aussi. C'est-à-dire que sur le constat de Fonseca, je suis entièrement d'accord. J'ai même tendance à dire que Pablo Longoria, pour l'instant, quand même, se tient plutôt pas mal depuis les épisodes de la saison passée. Il parle plus. Voilà, mais Siani a entièrement raison, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a eu, à diverses reprises, d'ailleurs que ce soit des présidents ou dirigeants, on va dire, il y avait eu au PSG, on se souvient, Leonardo, plus proche de nous, sur des clubs plus modestes, mais avec des présidents influents. Je pense à Jean-Pierre Caillot, par exemple, qui avait eu des sorties aussi à multiples reprises, qui avaient fini par être impacté. C'était un homme qui avait beaucoup de poids aussi au sein du foot français, comme Olivier Létang en a aujourd'hui. Et on voit bien, force est de constater que ce soit des clubs modestes ou des clubs qui dirigent le football français, enfin qui sont les locomotives économiques et sportives, il y a des travers en permanence. On a quand même cette tendance, je pense, de fond en France, mais qui est liée aussi à un mode de fonctionnement. On l'a dit 100 fois, mais ces présidents qui sont à la fois sur le bord de touche pendant le match, dans le tunnel, à la mi-temps, machin. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Donc en fait, le problème, il est là, il est de fond. Pour moi, l'argument, il est là. C'est-à-dire que quand on pose la question, on la pose en fait à un stade du problème qui est beaucoup trop tard. Moi, je suis plutôt d'accord avec Siani, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de punition. D'ailleurs, je pense que la comparaison avec Paulo Fonseca, elle n'est pas bonne. Parce que Paulo Fonseca, la punition l'a empêché de faire une bonne partie de son travail. C'est-à-dire qu'il n'était pas en bord terrain. Or, c'est quand même là que tu coaches. C'est un entraîneur. C'est un entraîneur, il ne pouvait pas être là à la mi-temps. Bref, voilà, le président... Il avait un casier avant lui, Qui Fonseca ? Je ne crois pas. Non. Non. Et donc voilà. Mais le truc, je pense surtout, et c'est à mon avis ça le truc, on a une espèce d'exception culturelle française qui fait que cette zone qui doit être sanctuarisée pour le sportif, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, staff et les arbitres. Terminé. Ouais, mais c'est du En fait, c'est ça. Pardon, il est là le truc. C'est une question d'attitude parce que je crois, Oui. vieux souvenir comme ça, Loulou Nicolas. Oui. Et d'ailleurs son fils Laurent, oui.
ils assistent les matchs Oui, sur le banc. Sur le sur le banc. Ouais, ouais. Mais jamais on a vu Louis Nicolin avoir une attitude Avec Pedretti. Non, mais pas avec un un arbitre. Avec les arbitres. Ah oui, Un arbitre. Non, mais Un c'est- arbitre, on parle de. c'est un excellent langage. Ces sanctions-là, Fleury. Ils savaient pas Je reviens c'est du juste. pipicha, mais Je reviens juste sur le dossier Olivier Létang. Punir les présidents, c'est efficace, c'était la question du soir. Olivier Létang, donc à 10 jours, Lille-Rennes, une exclusion d'Alexandro, il pète les plombs à la pause, il s'en prend avec Vatelier. Mais il n'en est pas à son coup d'essai Mais c'est ça, juste avant, il y a cette saison. la Coupe d'Europe. Puisque, non, en septembre dernier, déjà en championnat, donc Lille-OL, Mathieu Vernis a ramassé. Mathieu Vernis était l'arbitre de cette rencontre. Un match ferme, plus 2 avec sursis. Les 2 sursis, les 2 matchs qui ont été réactivés. Et en octobre, en Ligue Europa, Lille-Paoka, arbitrage extrêmement contestable. Mais Olivier Létang, donc, balance, vous inquiétez pas, j'ai écrit à Séphérine. Et il s'est fait remonter les bretelles d'ailleurs. 10 000 € d'amende pour Voilà. avoir critiqué l'arbitre de la On a rencontre. l'impression que ça allait calmer en fait. c'est du pipicha. Non, Mais c'est du pipicha, en fait. Punir les punitions. Mais bien sûr, c'est une rigolade. Ça n'empêche pas d'avoir son téléphone, ça n'empêche pas de faire des interviews, ça n'empêche pas d'envoyer des SMS. Vous avez raison. Ça n'empêche pas de donner une interview pour plomber l'arbitrage. C'est indolore, en fait. Ça n'empêche pas de faire une interview à la Voix du Nord, l'équipe Le Parisien, quand il voudra, pour dire je les trouve tous nuls, les arbitres. Si on est prêt à aller faire un match au Koweït pour 1 million d'euros pour chaque participant, Marseille et Paris, en fait, si vous ne mettez pas une amende pour récidive à un président qui a pété un boulon de 500 000 € au moins, il recommencera. Parce que 500 000 €, ça commence à être une somme symbolique forte pour un club. Donc là, toutes ces sanctions-là, c'est de la rigolade. Le ruissellement, c'est de la rigolade. De Zerbi, il sait dans quel club il est. Ça n'empêche pas. Donc, il s'est calmé, Longoria. Ça n'empêche pas de Zerbi d'être volcanique sur le bord du terrain. Mehdi Benassia, là, il est calme. Tous les 3 mois, il sort des saucisses contre l'arbitrage. Donc, c'est le ruissellement, Il le en fait est plus que maintenant. le poisson pourrit par la tête et que ça va finalement se calmer. Ce qui est vrai. Non, ça marche pas, en fait. Donc, tous les arguments de Greg sont bidons. Il n'y a pas d'exemplarité. Bon, alors non mais déjà il va me témoigner un autre respect. Ça va pas se passer tellement comme ça là. La deuxième chose c'est que si Sinon, quoi Menace verbale, sinon- jamais physique. non, la deuxième chose, c'est que, Sinon, il appelle Séphérine. c'est que si Dominique Sévrac était un tant soit peu malin, il raisonnerait par l'absurde, ce qui nécessite effectivement une gymnastique intellectuelle. Oh là là oh là là. Attends, la suite. C'est l'ambiance, C'est-à-dire là, messieurs, que- dames. La violence. J'ai l'impression que je l'ai Ouais, piqué. mais- oh, la violence. Je l'ai un peu piqué. Oui, là, y aller, donc on va y aller. Oui. Non, mais c'est-à-dire que si tu ne sanctionnes pas, tu leur offres un espace qu'ils vont dévorer. C'est pas ça que j'ai Non, non, dit. alors là, C'est pas ça que j'ai là, dit. tu vas- J'ai vas dit plus m'écouter. fort. Non, non, mais justement, faut raisonner par l'absurde. Mais toi, tu comprends pas ce qu'on dit. Si tu ne sanctionnes pas les temps sur des choses comme ça, parce que ne pas sanctionner, Aïe. alors sanctionner c'est efficace et tout, mais ne pas sanctionner serait très efficace, Qu'est-ce qui puisqu'ils va- prendraient tous cet espace-là. C'est-à-dire l'espace à la mi-temps, charger l'arbitre et tout, parce que ça a une influence. Bien sûr. C'est Habib Bey qui avait dit le mot vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il a essayé de conditionner l'arbitre pour la deuxième mi-temps. C'est aussi Tiens. simple que ça. Or, ils vont tous prendre l'espace, donc il faut l'arrêter. Je reviens sur la sortie de Mademoiselle Dalma. Lundi, dans l'équipe du soir, Gérard Martel nous racontait les souvenirs d'un coach qui l'a marqué, disparu lundi dernier, c'est Roland Courbis. Vous allez voir les attitudes, les anecdotes, une anecdote que nous raconte Gervais Martel sur Roland Courbis. Alors c'est drôle, c'est folklorique, mais dans le sujet dont on est en train de débattre, c'est un peu gênant, embarrassant. Écoutez Gervais Martel lundi soir sur le plateau de l'équipe du soir. On m'a dit mettre du banc à chaque fois quand le mec faisait la touche, il criait fausse touche, mauvaise touche, fausse touche. Je me demandais si c'était pas un toc à un moment, puis après il me racontait, il me dit non, comme ça je vais énerver un peu l'arbitre de touche, il va arrêter de siffler. Mais pas une fois quoi, si je l'ai entendu 100 fois crier fausse touche. Alors mettre constamment la pression sur l'arbitre de touche. C'est mignon. Oui, non, Mignonnet, non, mais- ça. c'est Là, on est mignon, dans, les gars, on est c'est dans le excitant, folklore, c'est pas là. mignon. non, mais on est dans- oui, mais c'est le jeu. C'est Non, le jeu. je dis encore une C'est le fois- jeu toujours de mettre une pression Mais sur encore l'arbitre. une fois, il y a une Il paraît différence complètement notoire. absurde pour Gervais. Une différence notoire, à mon sens, entre le technicien, c'est-à-dire le Exactement. coach, qui est Pas dans le même rôle. qui est dans sa furie du match, Il est son dans truc, l'espace de jeu. avec les excès, tant qu'il reste dans des limites raisonnables sur le plan du vocabulaire. Et là, quand vous avez froidement un président, alors là, bon, encore, Monsieur Létang, c'était à la mi-temps, mais quand il vient, quand il convoque les médias et qu'il se pointe en zone mixte et qu'il vient et qu'il en remet une couche. On est parfois content qu'il nous convoque. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais là, je trouve que ça dépasse les bornes. Et Dominique a soulevé aussi l'argument financier, je pense que c'est très important.
En fait, ils ne comprennent qu'une chose, les présidents. Le pognon. C'est le pognon. Et j'en reviens aussi à autre chose, c'est que le respect, il se gagne déjà par le fait de payer ce que vaut l'arbitrage. C'est-à-dire que le fait que depuis la saison passée et cette saison, ce qui part d'une bonne intention de la Fédé et du président Diallo, d'exonérer les clubs de Ligue 1 du paiement de l'arbitrage français qui est rémunéré par la fédération, c'est plusieurs millions d'euros. Et donc, non seulement ils ne respectent pas l'arbitrage, mais en plus, ils remettent en cause le montant de la VAR des organisations. C'est-à-dire que déjà, ils ne payent pas les arbitres, en plus, ils ne veulent plus payer les infrastructures. Donc, en fait, ils ne comprennent que ça, nos présidents. Et si déjà, ils ne payent pas le juste prix de l'arbitrage, ils ne le respecteront pas. Donc, la punition, c'est le porte-monnaie. Donc, là, vous nous avez fait, excusez-moi, Philippe, vous nous avez fait un draw entre Grégory et Siani, mais finalement, là, plus on avance dans le débat, plus vous dites que finalement, les sanctions appliquées, suspendues, de choses comme ça, d'accès au vestiaire, c'est du Siani, là, vous penchez plutôt du côté de Siani, président Sanfourche. Je ne veux pas vous forcer. Après révision, ça va pas. Les sanctions actuelles sont pas assez, mais pour revenir à l'arbitrage peut parfois être influencé. Pour revenir à Faustouche, vous avez déjà vu un match à huis clos. Vous savez ce que les joueurs disent à l'arbitre sur un terrain? Non. Mais c'est un torrent d'insultes. C'est un torrent de va te faire. Il a raison. C'est des trucs. En anglais, ils disent fuck off. C'est des trucs de malade. Mais ils le disent pas. Ils le disent pas yeux dans les yeux. Ah bah si. Non, lecture Ils disent va te faire foutre, va te faire. Sans faire ça, Claude Puel m'avait. Alors là, non, mais moi je l'ai entendu. Il marque un point. Mais moi je l'ai entendu. Pendant le Covid. Donc fausse touche, c'est une blague. En fait, pendant le Covid, donc il y avait pas de spectateurs, et Claude Puel m'avait expliqué que en fait les deux équipes essayaient de prendre le terrain et l'arbitre. Il m'avait parlé de ça, prendre le terrain. Et prendre le terrain, c'est vocal. C'est l'agressivité en dehors du. C'est-à-dire qu'il y avait moyen d'impacter. Donc effectivement, d'habiter l'espace, d'habiter l'espace, de prendre ce petit quelque chose. Ça. Non mais c'est passionnant parce que effectivement et quelque part ça fait partie de ce qu'on voit de l'étang, ce qu'on voit de faire. Pardon, mais quand Grégory Schneider nous dit ça, finalement, de jouer, de mettre sous pression l'arbitre, et constamment, ça fait partie donc du boulot. Attention. Ça fait partie du jeu. Attention, c'est un match avec 50 000 personnes. Une interview, une prise de parole d'Olivier Létang dans les caméras de Ligue 1+, ou à la télévision, reproduite sur les réseaux sociaux, reproduite à l'infini dans les journaux et tout, c'est discréditer l'arbitrage. C'est un acteur majeur du football français. Il est président de Lille, un club puissant. Il est président du collège de Ligue 1. Il est quelqu'un de très notablement connu. Il siège au conseil d'administration de la Ligue. Donc il ne peut pas avoir une image... C'est un président, en fait. Moi, je trouve que aussi, tu as une posture, une stature à avoir. C'est pas comme un joueur ou un entraîneur, même si Fonseca, ce qu'il a fait était très grave. Et je pense que la sanction aussi, c'est parce que la semaine d'avant, il y avait eu Longoria. C'est un éducateur. Donc voilà. Et le président, il y a une dimension qu'on oublie. Tu dois prendre du recul. Tu dois avoir aussi ce calme et cette prestance qui fait que tu peux pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Sauf qu'on a l'impression qu'il se lâche et qu'il s'autorise à attaquer l'arbitrage. Mais il y a une dimension aussi qu'on met de côté et on ne devrait pas d'ailleurs. Parce que nous tous, on y est un petit peu confrontés. C'est les conséquences sur le football amateur. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire que là, nous, on en discute comme ça entre nous en se disant... C'est les conséquences. Pas tout de suite. C'est parce que... Vraiment, vous n'avez pas discuté avec des responsables du football amateur. Non, mais... Ils vous disent... C'est violent aussi. Justement. En fait, c'est que... Il y a un mimétisme entre ce qu'ils voient à la télé. C'est-à-dire, par exemple, le truc de Fonseca. Moi, j'avais fait un sujet sur la violence dans le foot amateur. Qui avait rien à voir, en fait. Mais il se trouve que je l'ai fait et ça tombe sur le truc de Fonseca. OK. Tous les éducateurs, tous les responsables de clubs m'en ont parlé. Ils m'ont dit, derrière, c'est terrible. Ça a généré un droit à l'agressivité, de la même façon que le coup de tête de Zizou, qui avait été absous en 2006 par les médias, par le public, etc., avait vraiment joué, parce que derrière, les gamins pensaient, vous pouvez penser que c'est binaire, mais c'est des gamins de 6 ans, les gamins pensaient qu'il y avait une espèce de... T'as un droit de mettre un coup de tête. T'as un droit de te défendre. Pardon, mais depuis, enfin, je sais pas, vous traînez depuis longtemps sur les terrains de foot. Moi, je suis souvent un peu surpris, sidéré, de la tchatch continuelle, voilà. Et là, c'est la culture du foot, ça. Oui, mais c'est la culture. C'est la culture du foot, mais la culture, elle est générale. Là, je n'oppose ni les pros ni les amateurs. Sauf qu'elle est alimentée.
elle est alimentée par ce qu'on voit depuis des dizaines et des dizaines d'années, que tu vas peut-être moins voir dans d'autres sports. Je pense que par exemple, peut-être en basket, peut-être qu'il y a peut-être un peu moins ce truc-là. Et dans les clubs municipaux de basket, peut-être tu vas avoir un peu moins, je dis pas du tout, mais un peu moins ce truc-là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui contamine. Et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, même si c'est vrai, on dit ça fait partie du jeu, mais non, tu peux pas t'y résoudre. Il faut protéger les arbitres, y compris. Non mais ça fait. Enfin, je le dis en le regrettant. Ah oui, je le dis en le regrettant. Raison de plus pour envoyer les warnings. Cet après-midi, Étienne Moitié, que je salue, qui est souvent informé, qui a toujours un coup d'avance. Là, il avait prévu éventuellement des sanctions qui ne sont pas tombées pour Olivier Létang, puisqu'il aurait pu, Olivier Létang, ne plus siéger au conseil d'administration de la Ligue, dont il est membre, et ne plus présider le collège de Ligue 1. Donc c'est sympa. Oui, mais là, j'ai vu, on va dire, le petit mail envoyé par la commission de discipline. Il n'est nulle question, ce genre de suspension, c'est juste une suspension de zone là où gravite Olivier. Donc il y a de la clémence. Je ne sais pas s'il y a de la clémence, mais en tout cas, voilà, ça aurait pu être plus dur. On marque le coup, mais sans aller suffisamment loin pour que ça impacte Si on peut son faire activité au quotidien. un petit pas de côté, mais parce que est-ce que c'est efficace ou pas efficace? Mais après, pour les conséquences pour Olivier Létang, ça l'enferme dans un rôle en fait. C'est-à-dire, il fait du sous Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il a fait ça pendant des années, de critiquer l'arbitrage, mais il avait une telle puissance dans le football français, il était tellement autre chose que le président qui critiquait les arbitres, qu'on l'oubliait. Il faisait protection pour son groupe, il était autre chose, il avait construit. Oui, mais c'est ça le fond de l'affaire, vous me dites. Alors que lui, Olivier Létang, il va rester que ça si ça continue. On va oublier il n'est pas réductible à ça. On va oublier qu'il bosse, on va oublier qu'il a fait des bons transferts. On va oublier. C'est vraiment un très bon président. Non, parce que je reviens, on l'oublie. Mais si les acteurs du foot font ça, mettent la pression, ils pensent. Et ils pensent, je sais pas, ça marche. Mais évidemment que ça marche. Et vous avez pas, Aulas n'a pas parlé pendant 20 ans. Ça marche. Après les matchs, mais évidemment que ça marche. Donc ça marche. Ça marche quand on est le boss incontesté du football français. Je suis pas sûr que c'est marché pour Marseille après le pétage de plomb de Longoria. Après le pétage de plomb de Longoria, Marseille n'en sort pas grandi. On peut pas dire que ça marche. Et les arbitres n'ont pas été beaucoup plus cléments avec l'OM. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de penser que ces mecs-là sont pas des idiots et que s'ils mettent une charge après les matchs pour conditionner l'arbitrage suivant, c'est que ça marche. Non, ça marche pas toujours. Ça va marcher à 60% ou est-ce que tu as envie? Mais enfin, ils sont pas idiots. Alors ça va amener quoi à ton club? Lille va finir champion de France. Mais ça va amener qu'après l'arbitre, il se dit tiens, je vais Greg, je te pose une question. Est-ce que ça fait pas partie, mais c'est une vraie question, il n'y a pas de malice derrière, mais est-ce que ça fait pas partie des espèces de croyances que l'on a petit peu comme sur une saison, les erreurs d'arbitrage s'équilibrent, etc. Moi, je me souviens qu'une fois, le mec de Troyes, que personne ne connaissait, le président de Troyes, je ne sais même plus comment il s'appelait. Il était à parler après un match parce que ça faisait une séquence. Le coup d'après, ça faisait 3-0 contre Lille, 3 pénaltys. C'est vraiment quelque chose qui est en eux. Moi, je passe mon temps à aller dans ces clubs-là. C'est quelque chose qui est en eux. Et ça les amuse pas même d'aller parler de l'arbitre et tout. Mais le gars dit à un moment donné, je dois y aller. Ça fait 3 fois. Non mais vous en pensez ce que vous voulez. Les mecs sont peut-être des abrutis. Mais... Je pousse le truc. Est-ce qu'il y va? Sortons du cas de mec de Troyes là. Mais est-ce qu'il y va en se disant ça va vraiment avoir un effet la semaine prochaine? Ou est-ce qu'il y va parce qu'il y a une espèce de communication un petit peu, tu sais, aujourd'hui il faut être un peu le mec qui défend ton club, le mec qui défend l'institution. C'est-à-dire que s'il ne le dit pas, je finis juste, s'il ne le dit pas publiquement, non mais ça va, on peut échanger. Non mais oui, mais je comprends. Les téléspectateurs aimeraient comprendre aussi. Oui, s'il ne le dit pas publiquement, est-ce qu'on ne peut pas le lui reprocher dans l'environnement du club? C'est tu laisses trop faire, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut montrer. Et plus que peut-être l'efficacité dans un fond de sauce culturel qui je pense. et notamment effectivement dans les clubs qui sont amenés à se battre au point près pour le maintien. Exactement. Et donc qui dit maintien dit assurance économique, ils sont à l'euro près, un nombre de salariés il a dit constant. quand même effectivement quelque part quand le président y va, il dit je dois aller assumer ma part de boulot. Daniel Mazzoni. Les joueurs font la leur au Daniel Mazzoni. Oui, je crois que c'était Mazzoni. Il y avait un 3-0, vous pouvez regarder contre Lille derrière. Mais effectivement, il doit dire comme les joueurs assument leur je dois moi y aller ponctuellement parce que ça fait beaucoup. Est-ce que c'est si efficace que ça? Mais Greg, ça veut dire que tu mets un peu à la probité des arbitres en question aussi. Parce que ça voudrait dire que... leur solidité. C'est rare chez lui. C'est très rare, mais c'est pas la probité. C'est pas la probité, c'est leur solidité. Ça n'a rien à voir. C'est le maillon faible. C'est le maillon faible. L'arbitre est le maillon faible. C'est pas pareil. Ouais, quand même. Non, la nuance, c'est pas qu'ils sont corruptibles, c'est qu'ils sont influençables, ils peuvent subir des influences. C'est le propos. Je raconte une histoire. Il y a un arbitre qui m'expliquait qu'à chaque fois qu'il venait, il allait au parc, le mec. À chaque fois qu'il allait arbitrer au parc. Donc, et il me dit, parfois je me garais dans. C'est qui? Je peux pas dire son nom parce que c'était off. En plus, c'est quelqu'un qui. C'était Mazzoni encore. Il était président. Non, je vais dire parce qu'il est décédé. C'était Monsieur Dessiage.
Donc D'accord. c'était un... Voilà. Sébastien Dessières. Ouais. Donc, il disait à chaque fois que j'arbitre au parc, donc il était parfois dans tel parking, parfois dans tel autre. Donc, ensuite, il rentrait dans l'enceinte et à chaque fois, il tombait sur Thiago Motta dans un couloir. Mais il disait, j'arrivais par là, il y avait mon Thiago Motta. J'arrivais par là, il y avait mon Thiago Motta. Non, l'autre était en fait dans le centre de caméra et lui sautait dessus. Qu'est-ce qu'il et Thiago disait Motta, il disait, ah, monsieur Dessières, je suis vraiment content que ce soit vous parce que ça fait 3 fois qu'on est arbitré, je vous raconte pas. Mais il dit avec vous, j'ai aucun problème, je sais que ça va bien se passer. Et ben voilà. Est-ce qu'il s'est renseigné avec ses collègues, ses confrères? Mais non, mais il s'est pas renseigné parce qu'il a compris le truc. Et ça commence. Et le mec est dans sa tête. Et c'est Thiago Motta. Il dit, oh, mais avec vous, aucun souci, il n'y a pas de problème. Le match commence bien avant le coup d'envoi. Ce qu'il ne savait pas, Et vous pensez que Thiago Motta fait ça par hasard? ce qu'il ne savait pas, c'est que le PSG avait cloné 3 Thiago Motta pour qu'il soit partout à chaque fois. Oui, il y avait qu'il soit sûr qu'il le tombe sur le. C'est une information, Dominique Sévrac du Parisien. Petit pas de côté dans ce débat. Hier mardi dans l'équipe, on apprenait sous la plume d'Étienne Moitié qu'Olivier Létang, lorsqu'il regarde les matchs en tribune, a sur son smartphone l'appli Good Game. Mais de quoi s'agit-il, cette appli Good Game? C'est une appli qui arbitre en temps réel le match que vous regardez, c'est-à-dire les fautes d'arbitrage. C'est un VAR piloté par l'intelligence artificielle. Olivier Létang est fan de ce système et le 2 février prochain, ce système donc de Good Game sera débattu lors d'une réunion entre les clubs et les arbitres. C'est prévu, ça a été mis lundi à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Un allié peut-être pour avoir un VAR arbitré non plus par Jérôme Brizard, non, mais par l'IA, l'intelligence artificielle. Un allié d'un FFF, c'est Jean-François Milotte. Le bras droit de Philippe Diallo à la Fédération, c'est quand même un allié important puisque la Fédération, vous l'avez rappelé, je crois, gère la responsabilité de l'arbitrage français, c'était vous, mon cher président. Mais donc c'est déjà un sport d'interprétation. Qu'est-ce qui peut dire, autoriser à penser que... J'ai pas été surpris parce que je me souviens d'avoir eu au téléphone pour une autre info Olivier Létang et il me parlait de ça. Il me parlait, moi j'ai Good Game. Comment? Vous êtes allé sur cette appli? J'ai pas téléchargé l'appli parce que c'est payant. Comment ça fonctionne en fait? C'est lié... En fait, vous regardez votre match, vous avez le truc et ça vous donne ça vous donne simplement la décision VAR. Penalty, là, l'IA dit il y a penalty. Avec les différents scénarios possibles, tac, 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 tac. Voilà. Mais non, mais c'est un sport d'interprétation. C'est un sport d'interprétation. En tout cas, ça nécessite d'être interprété. Moi, je me pose une question quand même. Olivier Létang, les joueurs, les entraîneurs, est-ce qu'ils connaissent déjà les règles de l'arbitrage? Parce que c'est facile de critiquer, mais de manière assez simple et basique. Siani, Olivier Létang connaît tout. Il a joué. Ok. Vous partez du principe qu'il connaît tout. Non, mais c'est un truc, c'est intéressant. Est-ce que tu connais la règle? Oui, parce qu'en fait, tu peux aller pourrir l'arbitre, estimer qu'il a tort, mais est-ce que tu connais les règles? Est-ce que tu es sûr de toi quand tu lui dis qu'il se trompe? Pardon, mais il y a beaucoup de situations qu'on débriefe avec des règles d'arbitrage que nous-mêmes, on apprend. Et souvent, lorsqu'il y a une décision qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est Paul Giffard qui est ce soir en régie, qui est notre spécialiste de l'arbitrage. Je dis, Paul, va nous chercher le règlement pour expliquer. Et parfois, avec la règle, on se dit, ça nous paraît bizarre, mais l'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement. Et différents arbitres, je finis juste là-dessus, je la gonfle, et différents arbitres, la même situation vont la juger différemment, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas une espèce de vérité absolue, et que nous, peut-être, on aurait du mal à comprendre, mais les arbitres eux-mêmes. Et 2 décisions différentes peuvent être quand même 2 bonnes décisions. C'est ça qui est invraisemblable. Parce que c'est une interprétation. Mais bien sûr. Non, mais là, on est sur la subjectivité, mais Stéphanie a raison. D'ailleurs, dans le cas lillois, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Thomas Meunier qui s'exprime après la rencontre. Oui. En disant, Thomas Meunier quand même. Le mec, il a un tout petit peu d'expérience quand même. Il a joué un peu dans quelques clubs et une sélection qui a fait des... Et bien, Thomas Meunier, qui a 15 ans de carrière, il te dit, mais il n'aurait pas dû siffler, il n'était pas dernier défenseur. L'action à droite, les mecs ont encore en tête que dernier défenseur. Or, ça n'existe pas. Alors que ça n'existe pas. C'est annulation d'une action de majeure. Là, c'était raison pour laquelle l'arbitre de la rencontre s'était exprimé d'ailleurs. Monsieur Batelier, Monsieur Batelier devant les caméras de Ligue 1+, parce qu'en accord avec la DTA, là pour le coup, c'était pas une question d'interprétation, c'était clair, net, précis. Annulation. Là, il n'y avait pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre qu'il y avait annulation d'une action de but et que donc ça devait déboucher sur un penalty. Mais oui, la question, elle se pose. Les acteurs centraux et expérimentés du jeu, parfois, n'ont pas toujours à l'esprit. Je ne dis pas qu'ils ne la connaissent pas, la règle, mais ça échappe un peu. Il y a 17 lois du jeu, il y en a une 18e qui s'appelle l'esprit.